Alors, j'ai choisi la médecine grâce à mon père. Je suis d'une famille modeste. Mes grands-parents étaient à la campagne, vous voyez, de ferme. Mes parents sont arrivés dans Paris en 1914-1915, ont vécu de petits boulots jusqu'à ce qu'ils se rencontrent dans des cours d'art dramatique, car ils aimaient le théâtre et la littérature. Et ils ont gardé ce goût et me l'ont transmis. Et puis ils sont mariés, et puis les années ont passé, mais les parents espèrent toujours réaliser pour leur fils, pour leur enfant, ce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire eux-mêmes. Donc, il avait le secret espoir que je suis médecin, donc il m'a inscrit à Henri IV, déjà prestigieux à l'époque. J'ai fait tout le lycée à Henri IV, et après les 2 bacs, il m'a dit « Veux-tu être médecin ?» Je savais qu'il était malade, et il avait une hypertension grave, j'en parlerai tout à l'heure, comme elle l'était à l'époque, et il avait sans doute le secret espoir de trouver un médecin qui le guérisse. En tout cas, il m'a engagé dans la médecine, et pour moi, dès que je suis entré, ça s'appelait alors le PCB, la biologie, ça a été l'éblouissement, la révélation. J'ai dit, je ne veux plus faire que ça. Bon, alors, j'ai fait le cursus des études médicales, en faisant en même temps un certificat de sciences, ce que j'aimais déjà. Et puis là, la tradition alors était l'externat, la médecine découpée en petites questions de 5 minutes qu'on apprenait par cœur. Puis quand on était reçu externe, on préparait l'internat. Alors l'internat de l'époque, c'était les travaux forcés pendant X années. C'était la médecine découpée en questions et la chirurgie découpée en questions. Il n'y avait pas encore de biologie à l'internat. C'est venu plus tard. Et puis, on avait 5 concours. Moi, j'ai eu la chance de passer au 3e, d'être nommé interne en 1950. Et là, c'était un signe du destin. C'est tout dans la vie, rétrospectivement, est une chance et une question de hasard. Pourquoi cette voie-là? C'est comme ça. Bon, au choix de première année, il y avait quelqu'un qui s'est désisté. Quand il est arrivé au tour de choix, il restait une place à l'Hôtel-Dieu, chez Maurice Desraux. Vous savez, l'avantage, j'habitais à côté, c'est pour ça que j'ai pris. Et Maurice Desraux était un pionnier. J'ai eu la chance de faire à ce moment-là, avec un autre interne qui est devenu également professeur de néphrologie, qui est malheureusement mort il y a quelques années, Marcel Legrain. Et il était interne avec moi. Et Desraux travaillait sur la dialyse péritonéale. Et on faisait de la dialyse péritonéale avec des lessiveuses et des tuyaux. Et il n'y avait pas d'ionogramme, puisque ce qu'a dit Gabriel Richer dans son topo est très vrai, le spectromètre flamme n'existait pas encore. Et je faisais, on faisait la cryoscopie, l'abaissement du point de congélation du plasma pour juger de l'osmolarité. Le Moyen-Âge. En tout cas, ma première publication remonte à 1950, associée à Maurice Desraux et Marcel Legrain sur la dialyse péritonéale. Et Maurice Desraux essayait les dialyses péritonéales répétées chroniques. Quel précurseur! Mais les moyens actuels de cette époque ne le permettaient pas. Et puis chez Maurice Desraux, j'ai eu une deuxième révélation. Je sortais des questions d'internat. Les questions d'internat, c'était stéréotypé, tout fait, de la clinique pure, signes, diagnostic et traitement de telle ou telle maladie. Et puis un jour, pour une publication, le patron me dit « Lisez ça avant de rédiger l'observation ». Et il ajoute « Faut toujours lire avant de publier ». Très vrai. Et il me donne le JAMA. Alors j'ai été assis en lisant le JAMA, parce que c'était une autre médecine, et je me suis dit, voilà la vraie médecine. Et j'ai retrouvé ça. Je vous écoute, vous alliez poser une question. La néphrologie, alors? Ah, la néphrologie n'existait pas encore. La néphrologie est née
beaucoup plus tard. Je vais y venir après. Elle est née, la première séance de la Société de pathologie rénale a eu lieu durant mon internat chez Paul Milliez et Pasteur Valérie Radeau. Et ça devait être en 55-56. Ça ne s'appelait pas encore néphrologie. Mais vous voyez, c'est plus tard. Et au cours de mon internat, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est alors chez Robert Debray où j'ai été interne et chef de clinique. Robert Debray, c'est le grand pédiatre français qui a véritablement créé la pédiatrie scientifique française. Après la guerre, il avait été aux États-Unis et il avait vu la médecine telle qu'elle commençait à être aux États-Unis. Il l'a comparée à la médecine française, qui est une médecine purement clinique, certes une clinique de qualité, mais qui était la même qu'on faisait 50 ans auparavant. Et il a dit, il faut faire une médecine biologique. Alors, comme il avait des moyens et des appuis, il a fait créer, un peu comme M. Hamburger qui a fait créer ce grand pavillon, mais là, c'était avant, c'était dans les années 50, le grand pavillon de pédiatrie de Necker, qui a été créé par Robert Debray, avec des étages cliniques et des étages de biologie au même endroit. Et comme il savait que je m'intéressais à la biologie, puisque je lui avais dit que j'avais fait des certificats, il m'a dit, je vais vous confier un sujet de thèse. Il y a une méthode nouvelle. C'était en 1953, j'étais interne. Il y a une méthode nouvelle qui s'appelle l'électrophorèse. Alors vous allez étudier, on voit beaucoup de néphrose lipoïdique, c'était le nom qu'on donnait à l'époque, au syndrome néphrotique dit pur. Et vous allez étudier, il se passe des choses curieuses, il y a du cholestérol, il y a de l'albumine basse, on ne connaît pas, vous faites l'électrophorèse dans la néphrose lipoïdique. Alors j'ai fait, puis j'ai eu l'idée d'y ajouter, alors ça c'était une grande première, l'électrophorèse urinaire. Car avant, on étudiait la protéinurie globale, et avec l'électrophorèse, on pouvait faire une dissection biochimique de la protéinurie. Alors moi, ça m'allait très bien parce que j'adorais le labo. Je faisais l'électrophorèse. Il y avait une nouvelle méthode à l'époque qui était l'électrophorèse sur papier. Et on colorait avec du bleu Evans, et puis on faisait une photométrie des taches, on avait une courbe, et puis on mesurait à la main la surface des courbes. Quand on pense à ce qu'est l'électrophorèse automatisée aujourd'hui, bon, enfin, c'était passionnant, c'était amusant, j'aimais, puis ça apprenait la précision, la rigueur, et puis le travail de labo, ce silence où on est à la paillasse, tranquille, j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, ma thèse, et Robert Debray avait des tas de formules, dont une très belle, que j'ai gardée. S'il vous plaît, n'employez plus le mot examen complémentaire. Il n'y a pas d'examen complémentaire, il y a des examens tout court. Une bonne clinique, écoutez, étudier les signes cliniques, les recueillir, c'est essentiel. Et puis il y a des examens qui viennent en complément, qui sont aussi indispensables. Et il ajoutait, expliquez-moi la différence qu'il y a entre un signe que je vois avec mes yeux sur la peau et un signe que je vois avec mes yeux par un changement de coloration dans un tube à essai. Voilà. Donc ça me plaisait beaucoup, moi qui aimais la biologie. Et puis j'ai eu la chance, cette thèse était un peu originale. Puis là encore une question de chance, la médaille d'or était donnée par l'ensemble des médecins des hôpitaux qui votaient entre eux. Alors qu'est-ce que c'était? C'était une lutte d'influence entre certaines écoles, et puis l'école de Bray, bon, j'étais le poulain, le travail était intéressant, mais ça ne suffisait pas. Et j'ai eu la médaille d'or à 3 voix près. Le destin a changé complètement à 3 voix près. Hein. Tout est une question de chance, de hasard successif, de coups de dés successifs. Bon, M. Debray m'a dit, vous allez chez Paul Milliez. J'ai dit, bien monsieur. D'ailleurs, ça me plaisait, je connaissais le nom. Et je suis arrivé chez Paul Milliez pour 1 an et j'y suis resté 16.
Alors, qu'est-ce que c'était à l'époque chez Paul Méliès? Jean Burger venait de partir, puisque c'était les deux enfants de Pasteur Valéry Radeau. Deux esprits brillantissimes. J'admire les deux autant, mais il y avait une petite querelle de famille, mais ça, c'est oublié, ça n'a pas d'importance. En tout cas, Jean Burger, pour voler de ses propres ailes, est parti à Necker. Et Gabriel Richer l'a merveilleusement raconté. Il y a eu l'épisode de la transplantation de Marius Renard, qui a déclenché l'intérêt pour la transplantation et qui lui a permis d'avoir les crédits pour faire construire ce qu'entre nous on appelait le Néphron Palace. Et c'est vrai, il y avait tout. C'était le même principe que M. Debray, que Robert Debray. La clinique et les étages de biologie et de recherche. Donc c'était, voilà. Donc, c'était d'une modernité. Tous les deux étaient anticipés. Alors, moi j'étais chez Méliès, et Méliès, lui, avait pris le volet hypertension artérielle. Il avait fait sa thèse sur les hypertensions gravidiques, et de même que pour la néphrologie en 1955, il n'y avait rien, de même pour l'hypertension, on savait la mesurer, mais il n'y avait rien. Donc je suis arrivé chez M. Méliès, j'étais auréolé de ma médaille d'or et de l'étiquette spécialiste de la néphrose lipoïdique. Non, mais ça a été très important parce qu'à l'époque, dans les services de pédiatrie, on m'appelait pour me le montrer. Et puis chez M. Méliès, je m'occupais tout naturellement de la néphrose et maladies apparentées, tout en suivant les activités du service sur l'hypertension. Alors, qu'est-ce qu'on voyait à l'époque pour les maladies rénales? Il n'y en avait qu'une qu'on savait guérir de temps en temps, sans comprendre pourquoi, c'est la néphrose lipoïdique. J'avais eu la chance de faire ma thèse avec des anomalies sur lesquelles je reviendrai éventuellement. Tout le reste, c'était les néphrites. Alors ça, c'est amusant parce qu'on voit à quel point il y a eu un changement brutal à partir d'une certaine date. Les néphrites, c'était la néphrite hématurique quand ça saignait, la néphrite édémateuse quand il y avait de l'édème, la néphrite hypertensive, etc., la néphrite urémique. Et puis comme il y avait de temps en temps une néphrose, alors il y avait des débats véritablement byzantins sur les néphrites néphroses versus les néphroses néphrites. Et des discussions sans fin. Enfin, voilà, donc ça c'était... Et puis alors surtout, il y avait l'urémie. Et malgré les progrès dus à Jean Burger également, d'études de l'équilibre hydroélectrolytique, là on avait maintenant le photomètre de flamme, donc on pouvait étudier le sodium, le potassium, etc. Et on essayait une rééquilibration hydroélectrolytique, mais la mort dans l'urémie était quelque chose d'affreux. Et je me rappelle, on maintenait les gens, et puis le potassium montait, on essayait de le faire descendre. Et puis finalement, c'était tellement affreux, de temps en temps, on disait, bon, on arrête. On arrête, c'est pas là. Bon, on n'avait rien. Donc on n'avait rien pour le diagnostic, on n'avait rien pour le traitement. Pour l'hypertension, c'était pareil. En 1955, il n'y avait rien. Et l'on voyait, moi c'est ce que j'avais vu chez mon père, c'était un de mes cours d'intérêt pour l'hypertension, on voyait des gens avec 25, 28, 30, 15, un fond d'œil stade 4, une insuffisance ventriculaire gauche et puis une insuffisance rénale, une urémie qui flambait. L'hypertension qu'on appelait maligne, c'était un arrêt de mort dans les 3 ans. C'était très simple. Et il n'y avait aucun traitement. Et je me rappelle, c'est ce qu'avait mon père, qui est décédé en 1942 en une nuit d'une hémorragie cérébro-méningée, à 42 ans. Il serait guéri facilement maintenant. Bon, mais ça, c'est malheureusement une autre histoire. En tout cas, c'était... Il m'avait introduit dans la médecine et moi, l'hypertension m'a toujours intéressé, passionné, parce que j'avais cette histoire familiale derrière moi. Plus la néphrose. Donc, finalement, chez Méliès, j'étais bicéphale. Je travaillais comme tout le restant du service sur l'hypertension. Et puis, je continuais, c'était mon étiquette, à travailler sur les maladies rénales. Et alors, j'ai assisté là au grand changement. La grande année, c'est les années 60-65. Hein. Donc ça
50 ans, un demi-siècle. Et du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, en quelques années, on a eu deux choses. La première, chez M. Amburger, les progrès de la transplantation, et les premiers immunodépresseurs, etc. Et simultanément, les progrès de l'hémodialyse et du rein artificiel. Alors chez M. Miliez, ça c'était normal, il n'y avait pratiquement pas de transplantation, c'est chacun son domaine, mais il y avait quand même, parce qu'il y avait des insuffisants rénaux, un service d'hémodialyse. Moi, je m'en occupais absolument pas. Mon job, c'était les maladies rénales chroniques. Et à cette même date, alors je me rappelle très bien, c'est 65-66, les premières biopsies rénales. Et à ce moment-là, on a eu l'anatomie in vivo, réelle, du rein. Avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des reins d'autopsie, bouffés par la sclérose. On ne voyait plus les lésions premières. D'un seul coup, on a eu les lésions réelles, complétées quelques années après par l'immunofluorescence. Donc, ça a été en quelques années un démembrement des néphropathies glomérulaires. Alors là, j'ai travaillé dans le service de M. Miliez avec un jeune collègue qui a été très éminent, qui est malheureusement mort aussi l'année dernière, c'est Jean Barietti. Jean Barietti qui a fait un travail de pionnier sur les maladies rénales glomérulaires. Il a appris et fait lui-même la microscopie électronique, il l'a appris. Et je travaillais avec lui, c'est lui qui les faisait. Il passait ses après-midi entières sur des coupes de reins en microscopie électronique. Donc on a fait le démembrement des néphropathies glomérulaires. Et moi, parallèlement, je m'occupais des traitements, et à ce moment-là, en continuant les électrophorèses urinaires, on a vu que la biochimie de la protéinurie, je l'avais décrit, mais sans prononcer le mot actuel. Les protéinuries pures ou les protéinuries complexes. Il fallait les appeler sélectives et non sélectives. Et puis il aurait fallu le publier en anglais, mais je vous dirai pourquoi. Des raisons qui ont fait que, à tort, je n'ai jamais publié en anglais. Enfin, ça n'a pas d'importance. Alors, je continue. Là, il y avait le même travail par des pionniers aussi chez M. Amburger. Car si les chefs de service avaient été en froid, les élèves se sont toujours parfaitement bien entendus. Moi, j'ai eu toujours des relations très amicales, conviviales, cordiales avec M. Richer, avec Gabriel, et puis les autres élèves, Madame Habib, René Habib, avec qui j'ai travaillé, Berger. Racontez-nous quelque chose de Madame Habib, parce que... On l'appelait Nénette. On l'appelait Nénette. Entre nous, dans les néphrologues, et les souvenirs que j'avais, c'est que c'était une passionnée par tout ce qu'elle faisait. Hein, et elle a mis au point l'immunofluorescence. Mais je n'ai pas de souvenir précis, je ne travaillais pas directement avec elle. On se rencontrait dans les congrès, on parlait toujours très amicalement, mais si vous voulez, ce n'était pas quotidien. Jean Berger, la maladie de Berger. Je l'ai vécu, la plaisanterie traditionnelle. On avait fait le diagnostic de glomérulonéphrite mésangiale à IGA. C'est un jeune garçon de 19 ans. Et l'interne lui avait expliqué, c'est la maladie de Berger. Alors la dame m'expliquait, mais on n'a jamais été à la campagne. Bon, il a décrit une maladie, de même que Barietti a décrit les stades successifs de la glomérulopathie à dépôt extramembraneux. Bon. Et moi, parallèlement, sur le plan clinique, je travaillais sur les aspects thérapeutiques. Alors j'étais parti de la néphrose lipoïdique pure, mais on l'a vu alors sur la biopsie, le glomérule était apparemment normal en microscopie optique et en immunofluorescence. Et puis Barietti, en électronique, montrait la lésion caractéristique. En tout cas, c'était sensible aux corticoïdes. Et les autres étaient cortico-résistantes. C'était évident. Et ça se traduisait sur la composition de la protéinurie, qui était de l'albumine pratiquement pure dans un corps et des protéinuries complexes dans l'autre. Et
quand la néphrose se compliquait et résistait au traitement, allait mal, on voyait progressivement des fractions globuliniques apparaître dans l'urine. C'était également un élément de pronostic. Donc on suivait ça. Et puis, on avait des néphroses corticodépendantes. Alors ça, c'était très particulier. C'était de jeunes enfants, et là des adolescents ou d'adultes jeunes, qui avaient une maladie rénale qui disparaissait. La protéinurie tombait à zéro dès qu'ils avaient une certaine dose de corticoïdes. Et quand on baissait, au-delà d'un certain seuil, ouf, la protéinurie réapparaissait. Au milligramme près. J'avais des gens qui, à 20 mg, n'avaient plus de protéinurie. À 17 mg simple, la protéinurie réapparaissait. On les appelait corticodépendants. Alors très bien, mais au bout d'un an, corticorésistantes. Alors là, c'était une première en France, tout au moins. Après des lectures, hein, c'est ce que m'avait appris également M. Debray, toujours lire, lire, lire et lire le plus possible. J'avais lu un papier sur ce qu'on appelait les agents alkylants, les moutardes azotées à l'époque, la méchlorhétamine, que c'était difficile à employer. J'ai eu l'idée d'employer un agent alkylant péros, qui n'était pas employé du tout dans cette indication, qu'on appelait le chlorambucil, le chloraminophène. Et j'ai publié en 61, 60, je ne sais plus, malheureusement dans un journal français confidentiel, car il n'y avait pas encore la revue Néphrologie, je l'ai présenté à la Société, les 3 premières observations de néphrose corticodépendante guéries après un an de chlorambucil. Ça changeait tout. À la réserve près que je ne savais pas que j'en ai rendu un certain nombre stérile pour l'avenir. Ouais. Mieux stérile et vivant que... Voilà. Donc ça a été les premiers traitements immunodépresseurs qu'on a continué, on a précisé les indications. Et puis après, mais c'est plus tard, j'y viendrai après, quand j'étais à Mondor, on a eu la cyclosporine, qui était plus facile à manier et moins toxique. Alors là, c'était toujours dans les années 60-70, avec, pour l'hypertension, l'apparition successive de tous les dérivés actifs. C'est en 56 ou 57 qu'on a eu les diurétiques, l'hydrochlorothiazide, et puis la réserpine. Premiers antihypertenseurs. Donc on a travaillé là-dessus, comme toute l'équipe de M. Milliez, sur les dérivés successifs, avantages et inconvénients. Alors parallèlement, ça se rattachait à la néphrologie. On étudiait le rein de ces malades-là. Parce que Goldblatt, 1934, l'hypertension par ischémie rénale. Voilà, donc... Et on cherchait. Alors on faisait des choses qu'on ne ferait plus maintenant. Il y a, point de vue des artériographies systématiques. On avait aussi un moyen barbare, prélèvement d'urine des 2 uretères pour voir l'élimination du sodium, de chaque rein, pour voir s'il y avait un ischémie. Et puis de temps en temps, on enlevait des reins qu'on n'aurait pas dû enlever, mais on ne savait pas. Puis alors après, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de scintigraphie. Hein. Donc voilà. Et ça a été un tournant, parce qu'on a eu des traitements médicaux actifs. Et à ce moment-là, sont arrivés dans l'équipe de M. Milliez, 2 internes puis assistants devenus très célèbres, qui sont restés mes amis, surtout l'un d'entre eux, Joël Ménard et Pierre Corvode, qui ont commencé à travailler. Alors là, je travaillais avec eux, parce qu'à ce moment-là, en 1960, j'y viendrai après, quelle était mon évolution personnelle, il y a eu la création des unités INSERM. Donc M. Milliez a eu une unité INSERM, et comme j'étais le seul à faire de la biologie, j'en ai été nommé le directeur. Savez-vous combien c'était? C'était U29. Elle s'appelait U29. Alors, je viens là à un aspect personnel. En 55, 56, quand j'ai fini mon année d'internat chez M. Milliez, se posait un choix. Bien entendu, j'étais trop jeune pour être nommé. Il y avait quelques vacations d'attachés, mais
très peu de choses. Et ce que faisaient tous les anciens internes, en attendant un sort meilleur, ils s'installaient en ville. Moi, je ne voulais pas. J'avais fait un essai de remplacement pendant un mois pendant les vacances pour des raisons matérielles. Se faire payer après une consultation, toujours eu un rapport difficile avec l'argent. Je n'aimais pas, je ne pouvais pas. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a eu une opportunité extraordinaire. C'est un de mes collègues chez Hamburger, Henri Lestradet, qui est devenu célèbre comme diabétologue de l'enfant. Il est lui qui a créé les premières colonies de vacances pour enfants diabétiques, le régime libre. C'est un précurseur dans le diabète. Mais il m'a dit, c'est comme moi, tu ne veux pas faire de clinique, alors tu entres, ça ne s'appelait pas l'INSERM à l'époque, ça s'appelait l'Institut National d'Hygiène. C'était la même chose, c'est devenu l'INSERM ensuite. C'était des postes de chercheurs. Et à ce moment-là, l'interne qui voulait entrer là, il n'y avait même pas de dossier à présenter. On lui déroulait le tapis rouge, il n'y avait personne. Donc je suis entré à l'INH comme attaché. C'était dur au point de vue financier, parce que c'était beaucoup moins payé que de faire de la consultation en ville. Hein. Bon, ça n'a pas d'importance, je faisais ce qui me plaisait. C'est-à-dire que je pouvais continuer de travailler le matin, et c'est à ce moment-là que M. Milliez a eu cette U29, d'ailleurs parce que j'étais donc j'en suis devenu, j'étais attaché de recherche, mais j'étais le directeur de l'unité. Et j'ai travaillé alors sur de l'expérimentation. Alors, j'ai fait une chose dans le cadre des syndromes néphrotiques. Il y avait des cas très rares qui étaient les syndromes néphrotiques par thrombose de la veine rénale. C'est très rare. Enfin, ça existe. Et je me suis dit, ça serait amusant de le reproduire expérimentalement. Donc, chez le lapin, c'était comme petit Goldblatt, si j'ose dire, j'ai fait des ligatures. J'ai appris à faire des petites interventions, c'est assez facile. Hein. J'ai fait moi-même, avec une aide, bien entendu, mais pas un chirurgien, quelqu'un du labo. On a fait des ligatures partielles des veines rénales du lapin. Et au miracle, dès le lendemain, il y a une protéinurie qui devient très haute, qui est d'abord de l'albumine pure, puis qui devient une albuminie complexe. Et puis ce qu'on voit, et ça, il y avait un débat, la néphrose lipoïdique, est-ce que c'est les lipides qui précèdent ou est-ce que c'est le rein? Ben, c'était très net. Il y avait d'abord la protéinurie et 1 ou 2 semaines plus tard, les lipides qui montaient. Et puis quand on enlevait la striction, ça régressait si on l'enlevait suffisamment à tôt, sinon ça se sclérosait. Mais c'était moins spectaculaire que l'hypertension par thrombose des veines rénales, des artères rénales, pardon, parce que ça c'était beaucoup plus fréquent. Alors on a travaillé sur le rein, expérimentalement, avec Philippe Meyer, qui était un autre collaborateur, jeune assistant de M. Milliez, et qui faisait du labo, qui travaillait sur l'hypertension et le rôle du sel dans l'hypertension. Donc on a pris des malheureux lapins qu'on a fait boire de force de l'eau salée, et ils sont devenus hypertendus. Et la chose intéressante, on a dosé le sodium dans les artères rénales, dans les artères générales, je veux dire, et il y avait une augmentation de la concentration du sodium dans les parois artérielles au fur et à mesure qu'elles se lésaient. Donc c'était la démonstration du rôle du sel dans l'hypertension dans les années 60. Donc, et Joël Ménard a repris ça ensuite en travaillant sur la rénine et l'angiotensine dans le rein. Et puis j'ai eu une autre idée, c'est ce que disait M. Milliez, j'y reviendrai tout à l'heure. Il disait, le malade a toujours raison, et une observation clinique peut être une ouverture sur quelque chose. Ayez toujours l'esprit ouvert. Si quelque chose vous paraît bizarre, ne dites pas, bon, ce n'est rien, dites, il y a peut-être quelque chose derrière. Alors c'était connu, on voyait des polyglobulies au cours des tumeurs rénales, de certaines tumeurs rénales. D'où l'idée qu'il y avait un facteur érythropoïétique dans le rein. Alors j'ai travaillé avec un de mes amis hématologistes, qui est collègue d'internat aussi, mais qui est devenu également professeur d'hématologie ensuite, Pierre Boivin,
Et il m'a donné une technique, bon, c'était assez compliqué. On supprimait l'érythropoïèse par des injections de sang chez des rats. Puis ensuite, on prenait des extraits de reins. On a pris des reins de porc parce que c'était plus facile à avoir, la corticale ou la médulaire. Et puis, on faisait ces extraits, puis on injectait et on voyait si apparaissaient des pré-érythrocytes dans le sang circulant. Et on a vu qu'il y avait un facteur érythropoïétique dans le rein. 1960, ça a été publié en 60 dans Pathébiole, Pathologie et Biologie, il n'est pas encore publié en anglais, c'est un tort. En tout cas, il n'y avait pas les moyens d'électrophorèse, des détection des protéines. On a simplement vu par des précipitations que c'était une molécule légère, ce n'est pas une protéine, mais on n'a pas pu aller plus loin. Dommage. Donc à ce moment-là, j'étais quasiment plein temps avant l'heure, et puis est survenue la réforme Debré. Parce que Robert Debré a voulu non seulement modifier vers la biologie son service, mais il a voulu modifier la médecine française. Alors il faut voir ce que c'était avant. Les médecins étaient à l'hôpital le matin, seuls les internes restaient toute la journée, l'après-midi tout le monde partait, et il n'y a pas de recherche. Et il a créé le plein temps hospitalo-universitaire. Grâce à une conjonction, son fils Michel Debré est devenu Premier ministre du général de Gaulle. Et il a fait ce qui a été la réforme Debré. 61, premières applications 63, et comme j'étais déjà plein temps, j'ai tout de suite postulé, ça s'appelait être intégré plein temps, et on devenait hospitalo-universitaire. Première fournée des plein temps dont je faisais partie, 1963. 50 ans très exactement. Un changement total dans la médecine, parce que là, les médecins ont été tout le temps à l'hôpital. Les médecins pouvaient travailler l'après-midi, pouvaient faire du labo l'après-midi s'ils en avaient envie. Bref, ça a tout changé. Ça a été une révolution dans la médecine. J'ai eu la chance de le vivre. Donc, j'ai continué à travailler comme ça jusqu'en 71. Et en 68, il y a eu ce que vous savez dans Paris. Mais 68, il y a eu des bienfaits. C'est que la faculté, à Paris, il y avait une faculté de médecine. De Paris et des environs, une seule. Donc, à la suite de mai 68, la faculté de médecine de Paris a disparu et ils ont créé les centres hospitalo-universitaires, les CHU. Et il y a eu 12 CHU de créés, dont un CHU flambant neuf à Créteil, hein, Henri Mondor, parce qu'Henri Mondor venait d'être construit, donc on l'a transformé en CHU. Grâce à M. Hamburger, à cette époque, la néphrologie était devenue une spécialité importante, qui avait droit de citer, donc on a créé un service de néphrologie tout neuf à Mondor, et j'ai eu la chance d'être nommé chef de service à Mondor. J'avais un bon CV, beaucoup de travaux. Et en même temps, j'ai pu emmener une partie de l'unité INSERM qui est devenue U139. Ça avait déjà beau, U139. Et alors là, j'ai été heureux comme tout. J'avais au 14e étage mon service hospitalier et au premier étage d'Henri Mondor, le labo INSERM. Donc j'ai continué à travailler et à ce moment-là, il est survenu deux choses sur lesquelles j'ai travaillé pendant que j'étais à Mondor. D'une part, mais c'est la révolution technique qui précède ensuite les applications biologiques. Bon, les biochimistes ont inventé et mis en pratique, ils existaient déjà depuis un certain temps, mais en pratique les immunoréactions. Donc avec un immunsérum, on pouvait doser telle ou telle fraction très simplement. Donc j'avais lu autrefois qu'il y avait eu des travaux sur la baisse du complément dans certaines maladies rénales. Mais c'était au moment où il n'y avait pas de méthode, on dosait le complément hémolytique. Et là, avec cette méthode, on pouvait doser les fractions du complément. La C1 estérase, le C2, le C3, etc. Donc, c'est ce que m'avait dit M. Debré. Vous savez,
Notre rôle de médecin, au point de vue de recherche, c'est de pouvoir faire le transfert immédiat d'un progrès technique à la médecine. Et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire. J'avais le labo, donc j'allais été apprendre à le faire. Toutes mes collaboratrices avaient été apprendre à le faire en biochimie, et on le faisait en liaison, mais c'est surtout, on le faisait également nous-mêmes on étudiait les fractions du complément. Complètement abandonné maintenant, ça a été à l'ordre du jour pendant une dizaine d'années dans les glomérulopathies. On a vu qu'il y avait des glomérulopathies dites hypocomplémentaires avec baisse du C3. C'était des membrano-prolifératives le plus souvent. Et ça s'associait à des modifications d'immunofluorescence. Mais enfin, maintenant, on fait un dosage de C3 comme ça. Ça m'a permis quand même de faire une incursion dans une autre maladie. Il y a une maladie qu'on appelle l'édème angioneurotique héréditaire. Vous connaissez l'édème de Quincke héréditaire, par anomalie d'une fraction du complément. Donc on m'envoyait comme j'étais néphrologue, néphrologie égale édème, donc des gens ont des édèmes qu'on ne connaît pas, on les envoyait en néphro. Et j'avais lu aussi, dans les travaux sur le complément, qu'il y avait une maladie, donc j'ai vu les premiers cas français d'édème angioneurotique par anomalie de la C1 estérase. Et on m'en envoyait en consultation. Donc j'ai un collaborateur qui a pris ça en charge, et puis on a trouvé le premier traitement par les stéroïdes. J'ai appliqué, parce que je l'avais lu, toujours les lectures, les stéroïdes anabolisants qui corrigeaient le trouble de la C1 estérase. Donc, mais ça, c'est une incursion parallèle. C'est pour souligner ce que disait M. Debray, qui était vraiment après. Il faut faire tout de suite le transfert de la biologie et de ses progrès à ce que vous voyez en clinique. Donc j'ai fait ça. Et puis alors là, ça a été moi mon principal, c'est peut-être la chose, modestement, en me tapant un peu sur les chevilles, la chose la plus importante. J'avais vu chez M. Debray, puis après, c'était connu, mais j'en avais vu 2 ou 3, c'était très impressionnant. Des gosses qui avaient des néphroses lipoïdiques effroyables, pour lesquels, avant la corticoïde, on ne faisait rien, et puis d'un seul coup, ils attrapaient la rougeole, et ils guérissaient de leur néphrose en 8 jours. Alors on disait, ben, ils ont une allergie, et c'est vrai, il y a un déficit immunitaire transitoire, c'est certain, après la rougeole. Si bien qu'avant d'avoir les corticoïdes, on appelait ça la morbilisation. On faisait attraper la rougeole aux néphroses lipoïdiques. Bon. Et ça fonctionnait. Hein? Et ça fonctionnait. De temps en temps, de temps en temps. Après, on a eu les corticoïdes. Ça a été la première néphropathie glomérulaire qu'on a su traiter. Et ben, ça avait fait un peu tilt dans mon esprit. Si bien qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir les notions sur les lymphocytes. Donc, néphropathie glomérulaire, immunofluorescence, immunologie. Je me suis inscrit en immunologie, bien entendu. Et puis sont apparus les lymphocytes et les fonctions T, TB, les lymphocytes TB. Alors, l'idée a été, si les rougeoles donnent un déficit immunitaire, si au cours de ce déficit immunitaire, il peut y avoir la guérison, ce qu'on voyait d'ailleurs avec les corticoïdes, et puis avec les immunodépresseurs, regardons les fonctions T. Alors les fonctions T, j'ai discuté avec des spécialistes d'immunologie qui m'ont dit qu'il faut faire des cultures de lymphocytes et regarder les surnageants, voir la production des lymphocytes. Donc on a pris des lymphocytes aux néphroses lipoïdiques et à des témoins normaux en même temps. On a cultivé les lymphocytes, c'est compliqué, mais il y a des gens du labo qui ont appris à le faire. Et puis on a regardé, alors on les stimulait pour qu'ils produisent par la PHA, phytohémagglutinine. Donc les lymphocytes stimulés par la phytohémagglutinine, on regardait dans le surnageant. Et puis pour étudier l'hypothèse et qu'il y avait peut-être un facteur circulant, parce que j'avais vu
également un cas particulier, toujours un cas. Mais une femme qui avait une néphrose lipoïdique, puis qui était enceinte en même temps, puis qui a voulu garder, donc puis on ne l'a pas traité pendant sa grossesse, et l'enfant a eu une protéinurie pendant 5 jours, élevée au début, puis qui a rapidement disparu. D'où l'idée qu'il y avait peut-être un facteur circulant. Donc on a regardé, et pour voir s'il y avait, alors, on a essayé, mais c'était très difficile, parce que les recueils d'urine, c'est assez compliqué à l'échelon individuel, parce qu'il y a peu de choses, il fallait faire ça sur la souris, ou éventuellement le rat, mais on n'arrivait pas. Alors, on a regardé la perméabilité capillaire générale. Ça, ce qui était facile à faire, on prend un rat, on injecte du Blue Evans, puis on fait des petites papules. Et si le produit a une action sur la perméabilité capillaire, il y a une extravasation. Et là, on a des cas. Donc on a vu qu'il y avait un facteur de perméabilité capillaire dans les néphroses. Alors là encore, je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'il n'y avait pas les méthodes d'extraction. On a vu que c'était une petite protéine, que ce n'était pas une protéine, que c'était une petite molécule. Et après, on a vu que c'était les cellules T qui la produisaient. Voilà, puis les années ont passé. Donc j'ai continué les traitements de néphrose. Et parallèlement, alors j'avais appris chez M. Miliez quelque chose dans l'hypertension. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a eu une grande époque. C'est qu'est sortie l'étude de Framingham. Les premiers résultats de Framingham sont sortis dans les années 60. Vous connaissez. C'est une grande étude extraordinaire, la première étude observationnelle sur une population de cette petite ville du Massachusetts, ce qu'on appelle Framingham. Et qui montrait que les maladies coronariennes et artérielles en général étaient liées principalement à 3 grands facteurs: l'hypertension artérielle, le cholestérol et le tabac. Et M. Miliez a commencé, dans le cadre de son hypertension, à nous dire, ce qui était très bien et très pionnier, très en avance, on traite l'hypertension, mais il faut qu'on traite tout le reste en même temps. Sans ça, on n'aura fait qu'une partie du travail. Donc, on commençait à avoir les premiers traitements dits hypocholestérolémiants, et puis le tabac. Là, on se contentait de dire qu'il faut arrêter de fumer, et M. Miliez faisait une chasse effrénée à ses collaborateurs fumeurs. Car à cette époque-là, dans les années 60, les médecins fumaient dans leur service, impensable actuellement. Fumaient en faisant leur consultation ou leur visite. Et j'avais un collègue qui on a eu des relations très amicales, Didier Fritel, qui est devenu professeur de néphro. Il était à Ambroise Paré. Et il fumait beaucoup. Il est mort jeune, je ne sais pas si c'est du tabac ou d'autre chose, enfin, il est mort jeune, hélas, pour lui. Et alors c'était très amusant, petite anecdote, il fumait en passant sa visite. Et quand M. Miliez arrivait au bout de la porte, c'était encore l'époque des grandes salles, hein, il planquait sa main comme ça. Alors Miliez dit: Fritel, je vois que vous êtes en train de fumer, la fumée sort de la poche de votre blouse. Alors là, c'est un changement total aussi, parce que le fumer était normal, fumer est devenu anormal. Élément essentiel pour la lutte contre le tabagisme. Enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, en 71, grâce aux séquelles de mai 68, j'étais à Mont-d'Or avec mon unité INSERM, et là, je suis resté comme ça, en travaillant sur les deux choses. Toujours l'hypertension pour des médicaments, mais là, purement clinique, on m'envoyait des hypertendus, et puis surtout les maladies rénales, avec les biopsies rénales. Alors, il y avait dans le service un centre d'hémodialyse, mais volontairement, comme chez M. Miliez, j'ai toujours séparé les activités, je l'avais confié à quelqu'un, et
on ne peut pas s'occuper de 36 choses à la fois. On a déjà le soin, la recherche, l'enseignement, c'est déjà trop. Donc, il faut se focaliser sur un sujet. Et comme j'aime beaucoup, outre le laboratoire, le contact clinique, la consultation clinique, j'ai toujours continué à faire moi-même des consultations. J'ai créé un hôpital de jour, et puis je faisais un bilan en une journée pour des protéinuries, pour des hypertensions, et puis je m'occupais directement de ma consultation et de l'hôpital de jour. Et puis les années passent, puis est arrivé 91, monsieur, vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. J'ai pas envie, mais ça fait rien. Partez tout de même. 91. Alors j'ai eu une chance inouïe, c'est que dans les années précédentes, toujours suivant l'exemple de monsieur Miliez, je faisais la prise en charge de tous les facteurs de risque vasculaire. Et je m'étais aperçu que sur le tabac, en France, il n'y avait rien. Là aussi, les lectures m'ont montré qu'en Angleterre, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des centres entiers qui travaillaient sur smoking cessation, qui travaillaient sur la nicotine. Il y a un nommé, le premier travail que j'ai trouvé, et qui était remonte à 71. Smoking and addiction to cigarettes and to nicotine. 1971, British Medical Journal. Et en France, il n'y avait rien, on envoyait les gens dans des consultations d'acupuncture. Bon, ça ne faisait rien, donc je me suis intéressé et j'avais créé, grâce à l'aide du secrétaire général de l'ORP, parce que l'ORP commençait à s'occuper du tabac et avait créé un comité anti-tabac dont je faisais partie. Donc, j'avais créé une consultation d'aide à l'arrêt du tabac, on l'appelait. J'avais supprimé le mot, on les appelait des consultations anti-tabac. C'était affreux, agressif. J'avais consulté. Et il n'y avait pas encore le mot tabacologie. C'est la même chose. En 83, comme je m'occupais déjà de tabac, avec un de mes collègues qui s'est mis à s'occuper de tabac à cette époque, qui s'appelle Robert Molimar. On a créé à deux la Société d'études de la dépendance tabagique. Donc j'ai eu la chance, j'ai participé, alors là, j'étais interne, j'ai vu la création de la Société d'études sur les maladies rénales, qui est devenue après, grâce à M. Hamburger, la Société de néphrologie. J'ai participé déjà un peu plus avec M. Miliez à la Société d'études de l'hypertension artérielle, qui est devenue... elle n'a pas changé de nom, c'est toujours l'hypertension artérielle. Et puis la Société d'études de la dépendance tabagique, que Robert Molimar a intitulée Société de tabacologie quelques années plus tard. Et donc, comme j'avais été intéressé, j'avais créé cette consultation, quand j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite, j'ai été voir le secrétaire général de l'ORP, qui m'avait aidé à ouvrir cette consultation en me donnant des vacances. Je lui ai dit, voilà, j'ai pas envie d'arrêter. Il m'a dit, mais bien entendu, vous avez raison, il n'y a pas de consultation digne de ce nom sur le tabac à la paix. Vous pouvez faire la première à titre bénévole, bien entendu, mais parce qu'il n'y a pas, quand on est à la retraite, on n'a plus le droit de travailler à la paix. Donc il m'a dit, vous avez l'accord officiel, il m'a envoyé une lettre m'autorisant à titre bénévole à continuer à la paix. Il y a 20 ans. Je suis le seul qui a eu cette chance de pouvoir continuer à travailler à l'hôpital quasiment plein temps, car il y a eu d'autres chances après. J'avais déjà quelques vacations. Quelques années plus tard, Bernard Kouchner étant ministre, Joël Ménard, avec qui j'étais resté en relation, puisqu'il avait, chez Ciba-Gégis, travaillé et contribué à créer le fameux timbre nicotine. Il a fait l'étude préclinique. Et j'avais fait avec lui l'étude clinique. Et quand Bernard Kouchner était ministre, il a été appelé comme directeur général de la santé.
Et il m'a téléphoné, on me dit Gilbert, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose sur le tabac. Viens travailler un peu avec moi au ministère, on va faire un projet qu'on soumettra au ministre, et puis on va essayer de développer la tabacologie dans les hôpitaux, ce qu'il n'y en avait pas avant. Donc j'ai été travailler avec Joël Ménard, et puis Bernard Kouchner, qui est un homme admirable, hein, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, personnalité extraordinaire, dynamique, enthousiaste, efficace. En tout cas, j'ai été, comme beaucoup d'autres, séduit par sa personnalité. Il m'a dit, mais votre projet, c'est formidable, on va le faire. Et il l'a fait. Donc, il y a eu des fonds créés, car avant, c'était 98, avant cette date, 98, c'est hier, il y a 15 ans même pas, il n'y avait aucun fonds pour les soins en tabacologie, c'est-à-dire pour des consultations en France. Bon, ça a été fait. Bien entendu, comme j'avais été un peu à l'origine, quand il y a eu des fonds distribués, j'en ai eu, et j'ai pu étoffer un centre de tabacologie avec une secrétaire. Donc, la chance de me reconstituer un peu, c'était en consultation, mais un petit centre de tabacologie. Et puis, ça a continué jusqu'à ce que, les ans passés, je commençais à être un peu fatigué. Et je suis en train d'arrêter progressivement. Et vous travaillez encore combien de fois par... Alors, j'ai changé mon orientation. Je vais vous dire comment. Je travaille 2 après-midi par semaine à l'hôpital, mais je travaille chez moi. D'une part, je continue, j'ai des articles à terminer. Je continue sur la tabacologie. Parce que la tabacologie m'a amené, comme je voyais il y avait le cannabis, donc cannabis, et puis c'est devenu l'addictologie. Donc, je suis devenu addictologue. Et ça a été fantastique, parce que j'ai appris une autre médecine qui n'a aucun rapport avec la médecine somatique. C'est une médecine psychologique et pharmacologique, bien entendu, les deux associés. Donc j'ai appris tout ça. Donc j'ai eu une chance inouïe. À la fin de ma carrière, j'ai appris autre chose. Et je suis resté à travailler pendant 20 ans. Et à publier beaucoup également. Et écrire deux livres deux livres grand public sur l'arrêt du tabac. Il y a 2 livres dont j'étais très fier, ont eu beaucoup de succès parce que c'était chez Odile Jacob et j'ai eu 3 éditions de mon livre Arrêtez de fumer. Donc, vous êtes alors, toute la vie. Finalement, il y a eu 3 personnes déterminantes dans ma carrière qui a accompagné finalement ce qui était avant, la nuit, et puis tous les progrès depuis 60, mais 50 ans. La néphrologie a été créée et est devenue ce que vous savez. La tabacologie, l'hypertension a eu des traitements, et puis les travaux de Joël Ménard, de Pierre Corvol et d'autres sur la rénine, l'angiotensine, bon, ça a été fantastique. Donc, si on fait bien son travail, il n'y a plus d'hypertension qui meurt d'hypertension. Et le traitement de l'hypertension, on voit les courbes, a entraîné une diminution considérable des accidents coronariens. Mais à condition de faire en même temps le cholestérol et, je vais y revenir après, l'arrêt du tabac. Oh, combien difficile. Alors, j'ai eu 3 maîtres et j'ai eu la chance de vivre cette période. C'est fantastique de vivre avant et après et de se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et ces 3 maîtres, ça a été Robert Debray, pour les questions que vous savez, Paul Milliès, parce que c'était à la fois un humaniste et puis un esprit de recherche, et puis un esprit ouvert, c'est-à-dire que dans son équipe, il y avait des gens travaillant sur des sujets divers, il les encourageait, il guidait, il contrôlait, mais il laissait finalement une liberté totale, tout en contrôlant et en voyant. Moi, il m'a appris à écrire. Je me rappelle les premiers papiers que j'ai fait avec lui, je lui donnais, il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, la grue? Il faut écrire en français. Alors il m'a donné ce conseil, parce que quand on publiait un papier avec lui, il ne mettait pas seulement son nom, il relisait tout le papier, corrigeait et relisait. Il m'a donné ce conseil, quand vous avez écrit un texte, relisez-le vous-même, pour vous, à haute voix. Vous apercevrez que de temps en temps, vous écrivez quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose.
alors ça vous permet de corriger. Et il me disait aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le malade a toujours raison. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, ne dites pas, il raconte n'importe quoi, dites qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et puis aussi, notre métier, c'est de recueillir des faits cliniques et biologiques et l'interprétation après. Les faits d'abord, l'interprétation après. Et puis le troisième, je n'ai pas été interne chez lui, mais je dirais que ça a été après mon maître à penser. C'est lui, Jean Hamburger, dont on en a parlé tout à l'heure. Je suis un lecteur ô combien attentif de toutes ses œuvres. Et c'est un maître à penser parce qu'au point de vue philosophie scientifique, philosophie médicale, philosophie de la vie et de la mort, prodigieux. Et puis la troisième chose que j'ai eue, ça c'est quasiment aussi un maître à penser. Vous ne connaissez pas parce que c'est un autre domaine. Mais dans le cadre de la tabacologie, j'étais amené à m'intéresser à la psychologie et à la psychiatrie. Quand j'étais somaticien, pour moi la psychiatrie, c'était une vaste nébuleuse auquel on ne comprenait rien. Et puis, je me suis aperçu et puis j'ai été en contact avec des amis psychiatres qui m'ont appris beaucoup de choses et m'ont donné à lire toujours les lectures. Et finalement, la psychiatrie est actuellement, française en tout cas, à un carrefour. Ils restent et sont en train de disparaître. Mais c'est toujours long à disparaître, les idées fausses. Le mythe et les fantasmes de la psychanalyse. Et Robert Debré, qui était un précurseur, j'ai oublié de le dire, je l'ai repensé après, il disait la psychanalyse, c'est la plus grande escroquerie de ce siècle. Textuel, hein, je l'ai entendu. Bon, et maintenant, il y a une psychiatrie à la fois psychologique, cognitive et pharmacologique. Car tout est pharmacologique, hein. À la base. Après, le cerveau est quelque chose d'éminemment plastique, mais... Donc je suis devenu quasiment psychiatre depuis 20 ans. Et je dis souvent, si j'avais à refaire une carrière, je choisirais la psychiatrie moderne, biologique et pharmacologique. Et pour terminer, je voulais vous dire que, non, j'étais passionné par la médecine, la biologie, mais mon père, ma mère, puisqu'ils étaient pareils tous les deux, m'ont donné une autre passion, la littérature et la poésie. Parce qu'ils avaient voulu faire du théâtre, ils n'avaient pas pu en faire. Et mon enfance a été bercée de poésie que mon père et ma mère me disaient. Et quand il y avait des récitations à apprendre, alors j'ai toujours eu le premier prix de récitation parce qu'ils m'apprenaient à les dire et pas à les annoncer comme font les élèves dans les écoles. Voilà. Alors j'ai gardé ce goût de la poésie. Alors Verlaine, Baudelaire, Ronsard, Aragon, merveilleux Aragon. J'adore. Et alors le troisième maître que j'ai eu, donc qui est moins connu, mais c'est un psychiatre cognitivo-comportementaliste qui m'a beaucoup appris, j'ai travaillé avec lui, qui est Christophe André. J'ai travaillé avec lui parce que je l'ai rencontré un jour fortuitement dans un congrès, au début, après ma retraite, dans les années 90, où il m'avait invité à parler du tabac dans un congrès de psychiatrie. Et je l'avais entendu faire un exposé sur ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, qui commençaient à l'époque. C'est-à-dire cet aspect de prise en charge et de modification progressive des pensées et des comportements. En faisant table rase de l'inutilité de tout ce qui est de chercher un passé lointain, voir si on n'a pas assisté, etc., à telle chose dans l'enfance qui vous aurait... Bon, tout le fatras de la psychanalyse, c'est à des années-lumière de ça, moi ça m'a séduit. Et alors je suis resté en contact avec lui, et puis récemment, il a écrit un livre qui s'appelle « Secret de psy », et il m'a demandé d'écrire un chapitre de ce livre. Il était très fier. Il m'a demandé d'écrire un chapitre, parce que c'était les pensées des médecins vis-à-vis des grands problèmes de la vie. Et il m'a dit, Gilbert,
c'est vous le plus âgé, donc je vais vous demander si vous pouvez nous faire un chapitre sur l'attitude vis-à-vis de la vieillesse et de la mort. Et mon chapitre s'est intitulé, je l'ai écrit, c'est paru l'année dernière, « Ne plus avoir peur ni de vieillir ni de mourir ». Waouh. Ouais. Et j'ai terminé ce chapitre, ça c'est un des poèmes que j'aime beaucoup, un poème d'Aragon, dont une des strophes est la suivante, c'est magnifique. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de la mort que les gens ont en eux, comme si ce n'était pas déjà merveilleux que le ciel un matin vous ait paru si tendre. C'est beau. Et ça se termine par, n'ayant plus sur les lèvres un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Pas de regret, la vie fut belle, on l'a vécu, c'est une chance d'avoir vécu. Après, suivant les conceptions, soit on revit, soit si on est athée, matérialiste, au sens philosophique athénien du terme. Hein. Matérialiste comme moi, ben on sait qu'il n'y a rien, que c'est pas grave, qu'il n'y a rien. On a assisté à une pièce de théâtre, la pièce de théâtre est finie, bon, elle était belle, c'est bien. Place aux autres. C'est très beau, le Aragon, ce poème. Alors là, puisqu'on est dans les poèmes, et que vous aimez peut-être comme moi les poèmes, Ronsard, ah oui, c'est un peu triste ça. Le temps s'en va, madame. Las, le temps non, mais nous, nous en allons, et tous seront étendus sous la lame. Ouh. Et puis comme je suis, ça n'a pas l'air, mais j'avais dans ma jeunesse, j'étais hyper timide et tendance dépressive. Ça n'a plus l'air maintenant. Ça vient chez les gens intelligents, ça vient. Mais, alors, Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, sur mon front gémissant en proie aux lourds ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que la nuit, etc. C'est horrible. Mais bon. Il était un grand déprimé. Et Verlaine aussi. Alors j'ai compris, parce que j'en ai vu beaucoup. Le tabac est une drogue antidépressive et anxiolytique. Donc beaucoup de gros fumeurs dépendants utilisent la cigarette pour traiter leur anxiété et leur déprime. Et tant qu'on n'a pas pris en charge leur anxiété et leur déprime, ils ne peuvent pas arrêter. Et les gens disent, mais pourquoi suis-je déprimé? La biologie. Mais Verlaine l'avait écrit. Et c'est bien pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour ni sans haine, mon cœur a tant de peine. Il a tout dit. Tout est dit dans les poèmes. Excuse, j'ai été bavard. Continuez. Ben non, j'ai fini. Posez-moi des questions. Je ne voulais pas être trop long. Oh non, pas du tout. Je vous écoute. Si vous pouvez me poser des questions. Oui. Est-ce que vous voulez une petite bouteille d'eau, un café, quelque chose comme ça? Tout va bien. Est-ce que vous avez envie de nous raconter encore quelque chose sur les livres d'Anne Bourget? Moi, je les ai pratiquement tous lus, y compris ce livre merveilleux qui est peu connu, mais dont nous avons parlé ensemble tout à l'heure, Zouchi, qui est une série de nouvelles à tendance philosophique, une philosophie douce et légère, un poème à la vie, et c'est des nouvelles merveilleuses. Alors j'ai bien aimé, j'étais très heureux de voir que vous l'aviez lu aussi, car peu de gens l'ont lu. Et c'est dommage. Alors j'ai lu tous les autres, et ça c'est résumé dans le dictionnaire programme, parce que dans ce dictionnaire programme, avec des entrées pour finalité, enthousiasme, déterminisme, confiance, mort, et il y a un chapitre sur l'alcool. Et il a écrit quelque chose, mais il a écrit, il ne connaissait pas la tabacologie ni la dictologie, mais il avait tout compris. Il a écrit, le tabac aide à vivre,
l'alcool à oublier, et toutes les mesures basées sur la peur échouent, car aujourd'hui a sur l'esprit plus de pouvoir que demain. C'est exactement tout ce que décrivent les cognitivo-comportementalistes. C'est-à-dire qu'un petit fait immédiat, le plaisir d'une cigarette a sur l'esprit et sur le comportement beaucoup plus d'importance que de dire dans 20 ans vous risquez un cancer. C'est exactement ça. C'est merveilleux d'avoir cet esprit de précurseur, de voir à l'avance. Donc je suis très admiratif. C'est pour ça que je dis, j'ai pas été comme interne chez lui, mais c'est un de mes maîtres à penser. Et votre livre? Alors, mon livre, j'en ai écrit 2 ou 3 plutôt sur le tabac, et je suis en train d'en écrire un sur vieillir mieux et moins, c'est possible, je l'ai fait. Il est presque terminé. Et j'ai de chance, j'ai déjà l'éditeur, puisque j'ai montré les premières pages chez Odile Jacob et les prix chez Odile Jacob. Et c'est ce que je vous disais, ça se termine d'ailleurs par le poème d'Aragon à la fin du livre. Et on peut vieillir moins et mieux en restant actif, toujours. Physiquement, je fais du vélo, je fais plus de course à pied, j'en ai fait toute ma vie, mais j'ai une prothèse du genou et de la hanche, donc je ne peux plus courir. Mais je fais du vélo, de la gymnastique, et puis rester actif au point de vue intellectuel. Et surtout, ce qui est merveilleux dans notre métier de médecin et de néphrologue ou de tabacologue, c'est à la fois de faire quelque chose qui est stimulant intellectuellement, avec à chaque fois l'idée, la sensation, la preuve qu'on fait quelque chose d'utile pour l'autre. Donc c'est extraordinaire. Moi j'ai vu passer la vie comme un film heureux, malgré tous les ennuis, comme tout le monde. J'ai eu des ennuis, j'ai eu des soucis personnels, bon, mais il faut les surmonter et puis se dire la vie est belle. Comme termine Aragon, je dirais malgré tout que c'était une vie belle. Vous avez commencé par Baudelaire et vous terminez par Aragon. Voilà. Vous aimez aussi, je vois. Surtout Aragon. Ah, merveilleux. Merveilleux. Il y a tout un poème, il y a 7 ou 8 strophes dont je vous dédie une des strophes. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, ça commence comme ça. Et ça, je le dois à mes parents qui me l'ont inculqué très tôt. On garde ce qu'on a appris très tôt, pour tout. J'aime beaucoup le sport. J'ai essayé sur le tard de faire du tennis. J'ai joué avec plaisir. J'ai toujours joué très mal. Les gens qui jouent bien sont ceux qui ont pris une raquette à 3-4 ans. On apprend tout à 3-4 ans. Avant. Mais je jouais mal, mais c'était un plaisir immense. Je joue d'ailleurs. Hein? C'est pour ça qu'on joue. Voilà. Et j'ai le plaisir de rencontrer au club de tennis où je vais encore régulièrement un néphrologue très connu parisien, Éric Rondeau. Vous connaissez? C'est Rondeau, oui. Il va au tennis. Et je l'ai rencontré au même club où je joue. Où je jouais déjà il y a 25 ans, 30 ans, quand j'étais nommé, comme il est nommé chef de service. Donc c'est amusant, un goût commun pour le tennis. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune qui veut faire de la médecine ou de la néphrologie? Je lui dirais que c'est un métier merveilleux, mais qu'il faut le faire en mettant de côté tout esprit d'argent. Et maintenant, heureusement, dans les instances officielles, il y a des possibilités de faire de la médecine en étant détaché. C'est affreux ce paiement à l'acte. C'est horrible, horrible.
Non, c'est irrisant. Bon, on peut le faire, et puis il faut le faire en sachant que la médecine doit être, c'est ce que développent toujours les maîtres que j'ai vus, Debray, Méliès, Hamburger, elle doit être scientifique, ou elle ne sera pas. Si c'est simplement écouter des plaintes purement cliniques, il faut les écouter, c'est indispensable la clinique. Et l'écoute est indispensable. Mais ça, les psychologues, psychiatres, me l'ont appris aussi, Christophe André et autres. Et puis, il faut qu'il y ait un support biologique, qu'on fasse directement, qu'on l'utilise. Mais bon, on est à l'ère de la biologie. Alors, je vais aller plus loin, puisqu'on parle de ça. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie des sciences. Alors, je sais pas, je suis tombé en étudiant ces livres, en lisant ces livres pour écrire sur le vieillissement, que je suis en train de terminer, sur ce qu'on appelle, c'est la pensée de l'avenir, c'est-à-dire, je cherche le mot, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. C'est demain. Demain, la médecine aura changé. Hein? Elle va être prédictive, et puis il va y avoir des progrès extraordinaires qui vont résulter voilà, le mot m'est revenu, le NBCI, nanotechnologie, biology, cognitive science, informatique, NBCI. Alors il y a des livres en France qui ont développé ce sujet et qui nous annoncent pour demain une nouvelle médecine et prise en charge de la vie, des sciences de la vie. C'est un changement total, avec tous les problèmes éthiques que ça pose, y compris le changement des pensées. Enfin, ça c'est pour demain. Mais enfin, je m'intéresse à ça. Ça s'appelle, c'est ça, les projets. Mais ça, c'est dans les rêves. Mais les rêves sont, d'après ces gens-là, pour demain. On n'avait pas lu ça. Et votre demain? Hein? Et votre demain? Mon demain à moi? Oui. J'ai bien assez vécu, puisque sur cette terre, etc. Non, vivre le plus... Alors, ma philosophie, pour moi, est simple. Vivre le plus longtemps possible, en bonne forme physique et mentale. Et le jour où je sens que ce n'est plus, je suis pour la disparition programmée, rapide et volontaire. Je suis athée, agnostique et athée, donc j'ai eu la chance de vivre une vie, d'assister à un changement de la médecine. La médecine entre ce que j'avais appris quand j'étais interne et dans mes questions d'internat et la médecine que j'ai vécue à partir de 1955, quand j'ai été nommé interne, et puis après 1960-70, 60-70, la médecine de ces 50 dernières années, c'est incroyable. Le miracle est quotidien. Le miracle est quotidien. Donc, c'est tout. Avoir vécu ça. Ce qui est amusant, c'est que quand on parle de ça, de jeunes néphrologues, ils ne savent même pas, ils n'ont pas idée de ce qui était se passer où il n'y avait rien. On voyait mourir des gens d'urémie, on voyait mourir des gens d'hypertension maligne. Dans le service de M. Méliès, avant la dialyse et avant les premiers traitements hypertenseurs, c'était le quotidien. L'hypertension maligne, c'était effroyable. Les gens font deuil stade 4, insuffisance ventriculaire gauche, insuffisance rénale rapidement progressive. Et c'était
Et ça n'existe plus. C'est prodigieux. Puis les premières greffes, la greffe qui est devenue greffe rénale, quasiment de routine. J'ai rencontré l'autre, il habite Nogent. C'est amusant. Il travaille. Et je ne vais pas le voir parce que je ne vais jamais chez le coiffeur, j'ai horreur de ça, c'est mon épouse qui me coupe les cheveux. Donc, mais lui est coiffeur à Nogent. Et je l'ai rencontré, il m'a dit, vous vous rappelez pas de moi? J'ai été transplanté, vous étiez encore là dans le service, donc en 1989. Il a 20 ans de transplantation. Et il travaille à mi-temps, il a il a son traitement immunodépresseur, et il dit, mais je vis normalement. C'est le miracle, ça c'est le miracle quotidien. Je suis athée, je ne crois pas au miracle, bien entendu, mais le miracle de la science, c'est ce que dit Hamburger. L'esprit humain, ce qu'il est capable de faire, c'est prodigieux. Mais ça m'a fait d'entendre quelqu'un me dire, parce que je suis toujours stupéfait, quand je parle de Zouchi, personne ne connaît. C'est dommage. Et pour vous dire une chose en plus, j'aimerais bien mettre en scène 2 ou 3 nouvelles de Zouchi. De Zouchi, ça. Ça serait parfait pour être mise en scène. Dans petit film, parce qu'il y a des développements qui se prêtent très très bien à des scènes de cinéma. Avec des ombres chinoises, oui, des trucs comme ça. C'est ça, avec des... Alors, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il a écrit une pièce de théâtre. Vous l'avez lu? Non. Le Dieu foudroyé, Asclépios. Non. C'est très beau. Je l'ai ordonné, mais c'est pas arrivé. Moi, j'ai tout lu. C'est le journal d'Harvey, Monsieur Linné, ça c'est... Ouais, c'est... Et j'étais pas son élève, hein, pas du tout. Mais je l'ai connu. On peut choisir les maîtres. Ben, bien sûr. Et je l'ai rencontré quand même beaucoup de fois à la Société de tabacologie. Et puis j'étais trésorier de la Société de tabacologie. Chose qu'il ne faut jamais accepter. Surtout qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. C'était à la main. Et puis, donc, il a été président de la Société de tabacologie, monsieur Jean Burger. Ah oui, pendant 2 ans. Et donc, je l'ai rencontré souvent à cette occasion. Donc, je lui présentais les comptes de la société. Puis, j'étais avec lui à l'Équerre, on était au Palace. Et je restais, il parlait avec moi, il me racontait des... Bon, c'était... Mais, si vous voulez, il y a eu... C'est affreux, hors procès-verbal. Mais il y avait entre Milliez et Hamburger, c'est comme dans les familles, c'était les 2 fils. Donc, il y en avait un de trop. Mais alors, très heureusement, avec le fils aîné de M. Hamburger, Gabriel Richet, et moi qui étais le fils de Milliez, on a été très amis. On a eu des relations cordiales, amicales, professionnelles, mais amicales et cordiales. On n'a jamais eu de... On n'a pas transmis la haine d'une génération à l'autre. Mais je suis curieux de voir de grands esprits l'un et l'autre, de grands humanistes, comme ça, avoir une fixation sur un individu. C'est un curieux détour de l'esprit humain. Hein. Ceci dit, après, ils sont partis chacun. À partir du moment où ils étaient chacun de leur côté, et quand ils étaient ensemble. Ce que je veux dire encore, c'est que la vie est belle à condition de ce qui est. Et alors, la chance, il faut voir la chance qu'on ait. On vit dans un pays à haut développement économique. On vit dans un pays où il y a une éducation. On vit dans un pays où il n'y a plus de famine. On vit dans un petit cocon dans le monde entier. C'est pas du tout la même chose ailleurs. Il faut voir qu'on est en train de discuter là des problèmes de la vie, mais il y a des pays où le problème c'est de manger pour être vivant encore le lendemain. C'est ça qui est effroyable. Mais, malgré tout, quand on regarde l'évolution, il y a un progrès général. Regardez en Europe,
il y a encore 50 ans, il y avait des dictatures, elles n'existent plus. Le mur de l'Est est tombé. Les Grecs, ils sont malheureux actuellement, mais la dictature a été terminée. La dictature, on l'avait à nos portes. La dictature espagnole, la dictature portugaise. La démocratie gagne progressivement du terrain. Mais c'est long. En combien de temps nous a-t-il fallu, nous, pour passer de la royauté autoritaire à la vraie démocratie? Combien de temps il nous a fallu et combien de sueurs, de larmes et de drames? 100 ans. Première révolution française, 1789. La République établie depuis la Troisième République, 1872. 100 ans de guerre, de drame, de révolution. Donc on ne peut pas demander à ces peuples qui sortent d'être du jour au lendemain dans une vraie démocratie. Ça sera vrai dans 50 ans. Pour l'Afrique en particulier. Et puis, il y a des pays qui sont rebelles à la démocratie. Là, je vais peut-être vous choquer parce qu'il y a encore trop dans le monde le poids des religions. C'est-à-dire parce qu'on peut être religieux et religieux, privatif et tolérant. On peut être religieux et tolérant. Malheureusement, dans toutes ces religions, il y a beaucoup d'intégrisme, aussi bien musulmans que catholiques. Les seuls qui n'aient pas d'intégrisme, c'est les bouddhistes. Il n'y a pas d'intégrisme bouddhiste, ils sont tolérants. On n'a jamais tué quelqu'un d'autre au nom du bouddhiste. Hein. C'est très vrai, ça. Tandis qu'on en a tué des gens au nom du catholicisme, de la chrétienté ou des infidèles. Deux formules. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Qui est-ce ça? Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. La Saint-Barthélemy. Les catholiques massacrant les protestants, tous français. Et puis, dans le Coran, tuez les infidèles. Affreux. Affreux. Mais ça ne progresse que très très lentement. Là, je m'excuse, j'extrapole, je suis loin de la néphrologie. Mais non, mais c'est ça que je veux. Oui, ben ça c'est la personnalité et les idées de chacun. En résumé, la médecine est un métier merveilleux, à condition de le faire détaché, j'ai eu la chance de le faire comme ça, de tout problème financier. Certes, quand on prenait, comme je l'ai fait, la filière hospitalo-universitaire, on gagne beaucoup moins que si on est installé en ville. Mais on a une liberté totale d'esprit. On ne travaille pas pour faire payer quelqu'un. Et puis deux, on est utile aux gens gratuitement, simplement parce qu'ils vous disent après merci. Moi, de temps en temps, j'étais une période, là, dans les premières périodes des néphropathies glomérulaires, quand on a eu les corticoïdes et les premiers immunodépresseurs. J'étais un des rares à le faire en France. Donc, j'ai traité des gens auxquels on avait dit, des ados, des enfants, oh ben il est condamné, il n'y a plus rien à faire. Je les voyais, puis j'avais la chance, avec le chlorambucil ou autre, de les guérir. Et je reçois toujours, tous les ans, des lettres de parents me disant, on se rappelle grâce à vous. Alors ça pète toute une vie. Hein. C'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie. D'une part, faire quelque chose qu'on aime, et j'aime, et faire quelque chose qui est utile aux autres. Et ça, c'est la médecine qui le donne, qui peut le donner. Mais avec des modèles, hein. J'ai eu des modèles, Robert Debray, grâce à qui il y a eu en France le plein temps hospitalo-universitaire. C'est grâce à lui. Paul Mignès, qui est un énorme humaniste, et Hamburger, l'inventeur un des promoteurs de la médecine scientifique en France. Et puis un grand penseur au plan pensée philosophique, dont je me nourris.
On se nourrit toujours des pensées des autres. Hein. Ben. Quelle belle interview. Un grand merci de me le dire. Moi, ça a été très agréable. Je suis devenu bavard avec l'âge. Quand j'étais jeune, j'étais timide et réservé, je ne vous ai pas parlé. Je vous dis, quand j'étais jeune, c'était affreux. Pour aborder une fille, quand j'avais 20-21 ans, c'était affreux. Je n'osais pas. Et si j'osais, je devenais tout rouge. Je devais une érotophobie. Vous connaissez? Je rougissais, mais comme effroyablement. Alors je tournais les talons et je partais. Et votre femme? Ma femme? Avec votre femme, vous étiez déjà guérie? C'était tout à fait différent. On a d'abord eu des rapports de travail. On a travaillé ensemble. C'est une chose qui est venue progressivement. Mais une fusion progressive. Mais il y a 40 ans que ça dure. C'est pas mal. Progressive, mais durable. Mais durable, c'est ça. Et elle travaillait avec moi. Elle était à l'INSERM. On a des tas de choses qui nous unissaient tous les jours. Une expérience qu'on faisait ensemble, et puis ça marchait ou ça marchait pas. Et c'est fantastique. Et puis elle m'écrit tous les articles. Elle manipule l'ordinateur beaucoup mieux que moi, donc c'est elle qui fait. En plus, elle a 10 ans de moins que moi, donc c'est rajeunissant. Enfin, ça nous fait quand même 80 et 90. Chapeau. Non, c'est bien, on est en bonne forme tous les deux. Et puis, elle a failli mourir 3 fois dans les années précédentes, avec des maladies rarissimes de famille médicale, dont elle s'est tirée miraculeusement, grâce au traitement et à la science biologique et médicale. Et puis, ça aussi, quand on a failli perdre quelqu'un avec qui on aime, avec qui on est attaché, qu'il est là, on se dit quel bonheur, tout le reste a tellement peu d'importance. Longue vie ensemble. Oui, vie et belle tête. Elle sera moins longue qu'elle n'a été, mais ça n'a aucune importance. Elle a été. Elle a été. Moi, pour rien au monde, je ne referai une autre vie, voilà. Et puis j'ai pas que la médecine, j'ai la poésie. Je vous dis pas que j'ai fait des poèmes parce qu'ils sont horribles, mais j'ai fait des poèmes aussi. Et puis l'activité physique et sportive. Je cours, avant d'avoir mes prothèses, je courais tous les jours. Et maintenant, c'est le vélo. Et maintenant, c'est le vélo. Et puis j'ai pris tard, trop tard pour bien jouer, mais le goût du tennis. Et c'est là où je rencontre souvent le samedi et le dimanche un autre professeur de néphrologie que vous connaissez à Tenon. Alors ça me fait plaisir de le voir parce que je me dis, il est actuellement exactement où j'en étais il y a 35-40 ans. Donc ça me fait plaisir de le voir. Passionné de tennis et passionné de médecine, il fait une médecine de pointe à Tenon. Alors il y a une chose que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, qui dit des fables de La Fontaine, qui dit, alors ça, c'est un auteur maudit, c'est Louis-Ferdinand Céline, vous connaissez? Moi j'adore. Le voyage au bout de la nuit, c'est... Alors je peux vous dire quelques phrases du voyage au bout de la nuit. Ah oui. Faut que je branche le disque dur. C'est... Moi je vous le dis, petits bons hommes couillons de la vie, rançonnez toujours. Quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vont vous tourner en saucisson de bataille. C'est le signe, il est infaillible.
engraisser les sillons du laboureur anonyme, voilà le véritable avenir du véritable soldat. Quel souffle! On avait le voyage au bout de la nuit. Mais je l'ai lu en italien. Et Oui, mais moi je lis et relis, et puis j'en apprends des petits pas. Puis là, quand l'arrivée à New York, je ne sais plus l'entier, mais ça commence par New York, c'est une ville debout. Extraordinaire. En une phrase, il dit tout. Alors c'est un auteur maudit. Hein. Vous savez pourquoi? Ah, Louis-Ferdinand Céline a écrit ses 2 grands romans avant-guerre, en 1934-1935, Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Considéré unanimement comme parmi les 2 ou 3 chefs-d'œuvre de la littérature française du XXe siècle. Et puis, sont arrivés juste l'avant-guerre, et il est devenu national-socialiste. Je ne savais pas. Et il a écrit des livres pendant l'occupation allemande. Mort à crédit, Les beaux draps. Le Janus. Et puis, mais il était délirant paranoïaque. Il avait un délire antisémite effroyable. Effroyable. Mais il reste de lui, on efface tout le reste, et puis... Le voyage au bout de la nuit. Moi, comme je suis là, je relis des passages de temps en temps, car tout y est dedans. Donc, vous voyez, il y a la médecine, la poésie et la littérature, l'activité physique et sportive, et puis le bonheur de la vie à 2. C'est pour ça que quand je terminerai par Aragon. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Et pas malgré tout, je dirais. Aragon dit malgré tout, mais il y a, si, malgré tout, comme tout le monde, des malheurs, mais ils sont surmontés. Ben, vous savez tout de moi maintenant. Oh non, jamais tout, mais quelques belles choses. Eh bien, merci, c'était très agréable pour moi.